Donc bienvenue à vous. Donc ces deux tables rondes, on voulait se le rappeler ensemble, se déroulent dans le cadre de la Journée mondiale du refus de la misère, donc qui est le 17 octobre, donc on est un petit peu en avance. Mais c'est important de se rappeler que c'est une journée qui existe depuis 1987, autour de l'appel à l'action lancé par Joseph Brzezinski et Athénée Carmande ce jour-là. Et juste pour se le rappeler, beaucoup d'entre vous le savent, mais c'est important de se rappeler une des phrases qui est à l'origine de cette journée, c'est « Là où des hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l'homme sont violés, s'unir pour les faire respecter est un devoir sacré ». Et si cette journée a été lancée en 1987, c'est en 1992, 5 ans plus tard, qu'elle a été reconnue par les Nations Unies. C'est une journée qui permet de rassembler des personnes de tous milieux, de toutes origines, comme on est aujourd'hui dans la salle, pour écouter et rendre hommage à toutes les personnes qui, à travers le monde, subissent et résistent quotidiennement la violence silencieuse et durable de la misère. C'est une journée aussi pour reprendre, année après année, l'engagement de nous tenir debout ensemble pour dire stop à la misère. Et on veut le faire à partir des savoirs d'expérience de celles et ceux qui la vivent. Alors chaque année, un thème oriente les contributions, les débats, pour mieux comprendre les différentes dimensions de la pauvreté et de la misère. Un thème qui est choisi en lien avec les Nations Unies, bien évidemment. Alors qu'aujourd'hui, le fait qu'une partie de nos concitoyens soit condamnés à vivre dans la pauvreté ne semble plus faire question, il nous a semblé important de mieux comprendre les enjeux qui sont derrière le travail décent. Et je voudrais vous citer 2 réflexions parmi des milliers qui ont été exprimées par des personnes en situation de pauvreté. Quand je travaille, je suis fier de moi. C'est quelque chose d'injuste que de dire à quelqu'un qu'il est fainéant parce qu'il n'a pas de travail. Et ces réflexions, il faut prendre le temps de les comprendre, de les entendre et de les analyser ensemble. Et ça change tout. Et ça change tout, et c'est ce qu'on va comprendre à travers ces 2 tables rondes. Qu'est-ce que ça change, le travail décent? Qu'est-ce que ça permet? Quelle chance ça provoque? Et c'est pour ça que le thème de notre journée, c'est « Rendons possible le travail décent pour toutes et tous ». Voilà, la parole est à vous. Merci. Merci beaucoup, merci pour cette belle introduction. Effectivement, on va avoir 2 tables rondes. La première qu'on va démarrer tout de suite est consacrée à ces 2 questions. L'emploi protège-t-il encore de la pauvreté ? Et comment et pourquoi développer l'emploi décent dans notre société? C'est un thème qui a été choisi au niveau international, mais qui résonne particulièrement avec ce qui se passe en France, où près de 8 millions de personnes, soit un quart des actifs, sont fragilisés face à l'emploi, selon l'Observatoire des inégalités. Et cette France du mal-emploi, ce sont 2 millions de privés d'emploi, 4 millions de travailleurs précaires et aussi 2 millions à minima de personnes qui souhaiteraient travailler mais qui sont découragées face à la recherche d'emploi et qui du coup n'intègrent plus les statistiques, donc qui sont un petit peu sous les radars. Aujourd'hui, on va parler de tous ces gens-là et de leurs aspirations légitimes à un travail décent, un travail convenablement rémunéré, mais pas seulement. Un travail qui s'exerce dans de bonnes conditions humaines, dans des conditions de sécurité, qui procure un minimum de protection sociale, c'est-à-dire un salaire indirect qui permet d'avoir une retraite, qui permet de se faire soigner quand on est malade, qui permet d'être en arrêt maladie et d'être rémunéré quand on ne peut plus travailler, et qui permet aussi de se projeter, c'est-à-dire avec un contrat qui permet de faire des projets. Tout ça, c'est un petit peu une définition du travail décent, et puis aussi un travail qui soit en cohérence avec des valeurs de développement durable, d'éthique, etc. On va y revenir sur toutes ces questions. On va tâcher de définir ça au mieux, sachant que il y a le contexte aussi de la création en France de France Travail, qui va remplacer Pôle Emploi et autres, et qui a été l'occasion de stigmatiser les personnes sans emploi et les personnes au RSA à qui on va demander plus ou moins gentiment et plus ou moins directement d'avoir 15 heures d'activité
on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière cette activité, on ne sait pas ce qui va être proposé comme accompagnement. Tout ça est encore assez flou et peut-être difficile à mettre en œuvre et peut-être ne résoudra pas toutes les questions de pauvreté et d'exclusion. Le peut-être est peut-être en trop. Voilà. Donc, dans ce premier débat, je vous présente rapidement les intervenants. À côté de moi, Thomas Coutreau. Vous êtes économiste, membre des économistes atterrés, c'est toujours le cas, hein, et co-auteur. Votre dernier livre, vous l'avez écrit avec Coralie Pérez. Il s'intitule « Redonner du sens au travail ». Donc, vous étiez absolument le bienvenu aujourd'hui. Vous êtes tout à fait à votre place, puisque vous développez pourquoi un travail décent comporte bien sûr un salaire qui permet de vivre, mais aussi qui permet de s'épanouir, et les deux étant indissociables de la dignité. À côté de vous, Anne-Marie de Pasquale, vous êtes membre de la délégation nationale des TDK Monde, et puis vous allez peut-être recontextualiser un petit peu ce débat en montrant que, effectivement, contrairement à ce qu'on entend parfois dans la bouche de certains politiques ou de certains médias, non, il n'y a pas d'emploi vacant qui permettrait de résorber le chômage. On parlera aussi peut-être des freins à l'emploi qu'il faut savoir dépasser avec vous. À côté de vous, Johan Renaud, vous êtes entrepreneur, vous êtes directeur de l'entreprise GPA à Livron-sur-Drône, c'est près de Valence, hein, je crois. Voilà, c'est le leader européen du recyclage automobile. Alors comme ça, une caisse de bagnole, qu'est-ce qu'il fait là ? Eh bien, qu'est-ce qu'il fait là ? Vous allez le découvrir. C'est quelqu'un, Johan Renaud, qui est un pionnier aussi, non pas que du recyclage automobile, mais du bien vivre au travail dans une entreprise éco-responsable où on partage les objectifs et la valeur et les valeurs. Voilà, dirais-je, vous développerez tout ça. Et à côté de vous, Vaune Lancelot, vous êtes militante à TDK Monde et vous allez nous parler de votre expérience de travail décent, surtout à travers une formation que vous avez pu suivre. Vous êtes issu de la première formation de l'expérimentation OSER. OSER, ça veut dire Osons les savoirs de l'expérience de l'exclusion. C'est un parcours de formation à destination des personnes ayant une expérience vécue de la précarité, qui sont investies dans des associations et dans la solidarité, qui, pour certains, ont quitté la scolarité assez tôt, je crois que c'est votre cas, et qui, du coup, ont fait un petit rattrapage et surtout ont pris conscience des énormes compétences qu'elles avaient acquises au cours de leur engagement militant et ont pu les valoriser pour accéder à un emploi, ce qui est votre cas, Vaune. Voilà, on vous reparle tout à l'heure bien sûr, mais tout de suite je voudrais donner la parole à Anne-Marie de Pasquale, peut-être pour définir un peu le travail décent et surtout en quoi, c'est pas le cas pour tout le monde, et en quoi l'accès au travail est aussi freiné par bien des éléments que vous allez nous développer. Vous avez un micro. Merci. Oui, alors ce thème effectivement est en plein dans l'actualité avec la loi plein emploi qui est débattue en ce moment, mais il a été décidé sans considération pour cette loi, puisque c'est un thème international. Et je voulais commencer en citant Joseph Wresinski, qui a produit un rapport au sein du Conseil économique et social en 1987. Ce rapport Grande pauvreté et précarité, qui a défini l'emploi comme la principale sécurité, celle qui conditionne toutes les autres sécurités, et celle aussi à laquelle les plus démunis aspirent comme tous les autres travailleurs. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut se mettre dans la tête. Les plus démunis souhaitent, comme tous les autres travailleurs, accéder à l'emploi. Alors accéder à l'emploi, effectivement, on nous dit qu'il y a des emplois non pourvus. Je vais quand même donner des chiffres parce que les emplois vacants dans les entreprises, ça c'est les derniers chiffres du dernier trimestre, sont de moins de 400 000 emplois pour 5 millions de personnes inscrites à Pôle emploi. Et encore, comme vous l'avez dit, il y a 2 millions de personnes qui ont renoncé à s'inscrire. Donc si je considère que Pôle emploi, ça veut dire qu'il y a une offre pour 14 personnes. Alors, on est quand même loin du compte et on ne va pas penser qu'une loi qui décrète le plein emploi va suffire. On a besoin d'une création massive d'emplois. Et d'emplois décents, ce mot-là, il ne figure pas dans la loi. Et ça, c'est notre grande colère. Pour nous, un emploi, ce n'est pas un emploi jetable, ce n'est pas un emploi où on se met en danger, ce n'est pas un emploi précaire, c'est un emploi qui permet d'avoir des sécurités, de subvenir aux besoins de sa famille et de soi-même, bien sûr, mais de se projeter dans l'avenir, de se sentir en sécurité au travail, de se sentir comme contribuer à un collectif, donc décent.
Voilà. Alors, Thomas Coutreau, je vous demande de réagir parce que c'est aussi le thème de votre dernier ouvrage, hein, que de définir ce que c'est que donner du sens au travail. Ce que c'est qu'un travail, vous dites digne, mais décent. Enfin voilà, ce sont des mots qui sont un petit peu synonymes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les différentes dimensions du travail que vous avez pu repérer? Oui, alors, vous faisiez référence à France Travail, et moi, ce qui m'a frappé dans le rapport préfigurant la création de France Travail, c'est qu'à aucun moment, la question du travail n'est même mentionnée. L'emploi décent n'est pas cité, et même pas le travail. Vous avez une institution qui s'appelle France Travail, et vous lisez les 300 pages du rapport de préfiguration, et le mot travail ne figure pas au sens de travail comme activité, comme les choses qu'on fait dans son métier. En fait, il y a une confusion totale entre travail et emploi. À la limite, ça pourrait s'appeler France Emploi, mais France Travail, c'est une absurdité, puisqu'il n'est absolument pas question de travail, ni décent, ni autre. Or, aujourd'hui, il semble quand même bien avéré que cette question des emplois vacants, des difficultés de recrutement, des démissions qui sont à un niveau historiquement sans précédent, tient pour beaucoup à la question du travail et de la perte de sens de ce travail. Les gens ne se retrouvent plus dans leur activité quotidienne et ils ne peuvent plus la faire de façon où ils puissent s'épanouir, où ils puissent trouver du sens. Donc oui, nous on a travaillé avec ma collègue Coralie Perret sur cette question du sens du travail, bien spécifier le travail comme activité de transformation, activité productive, de biens et de services, de soins, de soins des autres, de soins de la nature, à distinguer donc de l'emploi. L'emploi, c'est le cadre institutionnel qui permet l'exercice du travail salarié, mais il y a d'autres formes de travail, non salarié, le travail indépendant, le travail domestique, le travail militant, le travail politique, le travail que nous faisons aujourd'hui, qui est un travail militant, un travail citoyen. Donc voilà, c'est ça le travail, c'est ce par quoi les humains engagent leur intelligence, engagent leur subjectivité, leurs compétences pour transformer le monde, d'une façon ou d'une autre. Et donc, à ce titre-là, nous, on a essayé de réfléchir à ce que ça pouvait être que le sens du travail. On a distingué 3 dimensions. La question de l'utilité, se rendre utile, être utile à quelque chose. La question de la cohérence éthique, c'est-à-dire pouvoir le faire pouvoir travailler en respectant ses valeurs, ses normes éthiques et professionnelles. Tout ça est contenu dans la définition du travail décent. Et puis aussi, de pouvoir développer ses compétences, qu'on appelle la capacité de développement, pouvoir exercer son activité de façon à y apprendre des choses nouvelles, accumuler de l'expérience, devenir un bon ou une bonne professionnelle. Voilà. Donc ces 3 dimensions, elles sont aujourd'hui menacées par différents aspects du management dans les entreprises et les administrations. On pourra y revenir éventuellement, mais en tout cas, il nous semble que voilà, c'est très important si on veut notamment remédier aux problèmes que rencontre aujourd'hui le marché du travail, où il y a soi-disant des grosses difficultés pour les entreprises à recruter. Eh bien, il faudrait soigner le travail. Il faudrait se préoccuper de comment les gens travaillent aujourd'hui dans les entreprises et les administrations. Alors peut-être, j'ai encore une question, parce que dans le livre, vous développez aussi, vous avez rencontré des jeunes qui refusent d'intégrer des grandes entreprises, par exemple, ou de rentrer dans le cadre d'un travail qui ne va pas correspondre à leurs valeurs. Mais aussi, vous parlez aussi des gens qui font un métier à utilité sociale très forte, comme les soignants, par exemple, qui renoncent à le faire parce qu'elles ne peuvent, il et elle ne peuvent, je dis elles parce que c'est souvent elles, malheureusement, quand on parle du travail social et du travail de soignant, ne peuvent pas le faire sans devenir maltraitants, c'est-à-dire faire l'inverse de ce pourquoi elles ont choisi, et ils ont choisi ce métier, parce que du coup, il y a quand même un lien entre travail et cadre de travail et emploi, parce que parfois, dans certains emplois, les travailleurs ne font plus leur travail, en fait. Oui, alors l'exemple des soignants est effectivement très documenté, très connu. Les infirmières ou les aides-soignantes ou les aides à domicile qui ont un temps de travail tellement minuté, tellement chronométré, avec des moyens tellement chichement comptés qu'elles ne peuvent plus s'occuper correctement de leurs patients ou des personnes dépendantes. Donc ça, c'est très documenté. Moi, je voulais juste citer des professionnels dont on parle moins, mais que vous connaissez bien, c'est les professionnels de l'insertion. Bon, il m'est arrivé plusieurs fois dans les dernières semaines, les derniers mois, d'être invité par des structures
qui travaillent dans l'insertion par l'activité économique ou des conseils départementaux qui sont responsables de l'insertion sur leur territoire. Et on sent des professionnels en grande souffrance. Et ils nous disent la même chose que nous disent les infirmières, les aides-soignantes et la plupart des professionnels aujourd'hui. C'est nous sommes tenus par un management avec des objectifs chiffrés, des obligations de reporting et des évaluations permanentes de notre travail. Et quand nous sommes face à des personnes en grande précarité et que nous sommes notés en fonction du taux de retour à l'emploi de ces personnes dans l'année, évidemment, ça ne nous incite pas à passer du temps avec les personnes les plus éloignées de l'emploi. Ça nous incite au contraire à nous concentrer sur les gens qui ont le moins de difficultés, parce qu'eux, on sait qu'on va peut-être pouvoir les faire revenir plus vite à l'emploi. Et donc, on fait du mauvais travail. Y compris, on maltraite les personnes qui ont vraiment besoin de nous, et on s'occupe prioritairement des personnes qui ont le moins besoin de nous. Et cette souffrance éthique des professionnels de l'insertion, elle me semble aujourd'hui très forte. On pourrait parler aussi beaucoup de gens de la fonction publique, les gens qui travaillent dans les caisses de retraite, les gens qui travaillent dans les gardiens de la paix, qui ont choisi ce métier avec cet intitulé et qui se retrouvent à faire toute autre chose. Enfin, voilà, beaucoup de gens dans le service public ne font pas le métier, le travail qui correspond au métier qu'ils ont choisi ou qu'ils croyaient faire. Ça, c'est quelque chose peut-être sur lequel on y reviendra, et ça fait partie de l'indécence, alors même que le travail que ces gens-là ont choisi est un travail à forte utilité sociale. Johan Renaud, vous, alors comment vous avez été amené je crois que vous êtes la 3e génération à faire vivre cette entreprise. Comment vous avez été amené à formaliser un bien-être au travail, un travail décent? Comment ça s'est passé dans votre entreprise, cette prise de conscience? Et puis, en quoi ça consiste très clairement? Alors, je vais un tout petit peu d'histoire justement pour bien comprendre comment ça s'est passé. D'abord, effectivement, je co-dirige une entreprise familiale qui s'appelle GPA. On est basé dans la Drôme, juste au sud de Valence. Notre métier, c'est de recycler des voitures en fin de vie, des voitures accidentées. On produit des matières premières secondaires, donc des métaux ferreux, non ferreux, des plastiques, et des pièces de réemploi, des pièces d'occasion qui vont pouvoir être réutilisées pour entretenir d'autres voitures et les maintenir en circulation. Voilà. Mon métier, c'est un métier de recyclage, d'écologie, de développement durable. C'est pas ça vraiment qui nous a fait basculer un peu plus sur la notion de la réflexion autour de notre impact, autour du travail décent, du partage de la valeur. La boîte a été créée par mes grands-parents en 1962, mais avant ça, du côté de ma grand-mère, c'était des familles de chiffonniers qui collectaient des chiffons souillés, enfin non, eux des peaux de lapin. Avec les peaux de lapin, on faisait de la feutrine, des ossements, les broyants, on faisait de la colle. Et avant que la chimie et le pétrole inventent le plastique, avant qu'on entre dans une société de consommation, dans une phase d'industrialisation très rapide, c'était des métiers qui étaient essentiels, autant en milieu urbain qu'en milieu rural. C'était des métiers modestes, mais essentiels. L'industrialisation, la croissance, une forme de société de consommation et de mondialisation a fait qu'on a été vraiment traités comme des pestiférés. La peste des chiffonniers, si ça vous parle, c'est exactement ça en fait. On n'avait plus besoin de nous, on était des traîtres à la croissance et à l'effort d'industrialisation du pays. Et donc on demandait aux gens d'acheter, jeter, acheter, jeter. Et les gens se sont mis à vendre, jeter leurs meubles, à jeter tout ce qu'ils possédaient depuis des générations. Et mes arrière-grands-parents ont récupéré ces meubles et les ont revendus parce qu'ils pouvaient resservir. Mes grands-parents, eux, ont collecté des chiffons souillés, des huiles, des huiles de vidange, des pneus, des chambres à air, les déchets des voitures, les déchets des garages. Et ils se sont mis à recycler, réemployer, mais très rapidement à recruter les premiers salariés. Mon grand-père, lui, était résistant pendant la Seconde Guerre mondiale. Et lorsqu'il est rentré de la guerre, il avait 18-19 ans, lorsqu'il s'est engagé dans la résistance. Il avait la liberté chevillée au corps, la volonté de pouvoir travailler pour lui, pour sa famille, et sans jamais avoir à répondre à un patron. Voilà, il avait besoin de se sentir libre. C'était vraiment très important. Ma grand-mère, la culture de la récup.
Ensemble, ils lancent cette activité, ils embauchent leurs premiers salariés, mais en réalité, c'est à peu près comme s'ils avaient juste élargi leur famille. Et c'est comme ça qu'est née une entreprise familiale avec des valeurs très familiales. Donc aujourd'hui, il y a toujours 14 coactionnaires familiaux. C'est toujours 100% familial, c'est une vraie entreprise. On fait 63 millions d'euros de chiffre d'affaires, on est 230 collaborateurs. Donc c'est une entreprise pure et dure qui gagne des sous, mais qui a gardé ses valeurs familiales dans sa culture du management. Comment on recrute, comment on fidélise nos collaborateurs, comment on les rémunère, comment on partage la valeur. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, une entreprise qui ne se questionne pas sur le travail décent ou la rémunération décente, etc., elle sera incapable d'embaucher. Personne ne voudra venir bosser pour elle. Personne ne voudra rester. Et une boîte qui n'a pas de collaborateurs, elle est vouée à disparaître, en tout cas à ne pas se développer. Donc ces valeurs familiales ont fait que, en plus de ça, on avait un métier de recyclage, on a conjugué des valeurs écologiques et des valeurs sociales et des valeurs sociétales. Le troisième élément, c'est qu'on est sur un territoire rural qui s'appelle la Biovallée. La Biovallée, c'est la vallée du Diois. Il y a une rivière qui coule, la Drôme. Et historiquement, cette rivière était très polluée. Différents acteurs se sont réunis et on a créé la Biovallée. Ensemble, on a réussi à la dépolluer. Et donc, c'est aussi un territoire d'expérimentation, de gouvernance partagée, associations, collectivités, entreprises, citoyens, d'expérimentation de mobilité partagée, d'expérimentation autour de l'économie circulaire territoriale, etc., etc. Donc voilà, nos valeurs, notre métier, ce territoire fait que finalement on est arrivé à ça. Et effectivement, je ne sais pas si je peux prendre quelques exemples concrets, mais par exemple en termes de rémunération, juste sur le salaire lui-même, il n'y a absolument aucun salaire en dessous de... aucun salaire fixe hors prime en dessous de 2 000 euros bruts, par exemple. On partage la valeur des bénéfices, donc ça fait 2 ans, et peut-être que c'est pour la 3e fois consécutive, l'ensemble des salariés, quel que soit le poste, que ce soit mon directeur financier ou un mécanicien ou un manutentionnaire, ils vont tous toucher une prime de 5 000 euros bruts en janvier. Parce que finalement, les bénéfices ont permis de dire on affecte une partie à la participation, une partie au développement de l'entreprise et une partie à la rémunération de l'actionnariat. Mais l'idée, c'est toujours de se projeter sur comment on peut trouver un bon équilibre dans tout ce que l'on fait. Mais alors, moi, je vais me faire l'avocate du diable, mais alors, face à la concurrence, voilà, vous arrivez à dégager assez de bénéfices. Alors, l'avantage que vous avez, c'est que vous n'avez pas d'action, enfin, vous êtes une entreprise familiale, donc vous êtes une entreprise à taille humaine, même s'il y a beaucoup de salariés. Mais donc, du coup, en conseil d'administration, on vous dit pas, bon, bah, faut pas donner les 5 000 euros bruts, là, il faut qu'on ait nos 20% de rendement. En fait, il faut pas du tout opposer les deux. Enfin, moi, je suis droit dans mes bottes. On peut tout à fait concilier écologie et rendement financier. Et on peut tout à fait également concilier un bon rendement financier et un vrai impact social et sociétal. Donc, et au contraire même, moi, je suis archi convaincu que c'est parce qu'on est particulièrement bon sur notre performance en termes de recyclage ou sur la façon dont on traite ces sujets sociétaux et sociaux qu'on est un leader mondial. Ce qu'on a fait dans la Drôme, c'est unique au monde, d'un point de vue purement industriel. On est effectivement très largement numéro 1 en France, et pour autant, on est très clairement les plus engagés sur ces sujets-là. C'est vraiment pas du tout incompatible, au contraire. Moi, mes 230 collaborateurs, que je connais à peu près tous très bien, c'est des gens ultra impliqués. Ultra impliqués, aussi parce qu'on a l'impression, on est convaincu qu'on est du bon côté de l'histoire, qu'on écrit les belles pages du monde de demain, et que ça, finalement, ça donne pas mal de sens à ce que l'on fait chaque jour. Et que l'on soit en train de démonter une voiture ou la dépolluer, ou que l'on soit en train de faire des reportings, parce qu'on en fait aussi, quelque part on sait pourquoi on le fait, et c'est ça qui compte, et puis on le fait ensemble, collectivement. Donc
si toutefois un jour vous avez la possibilité de venir nous voir et de visiter, vous verrez un collectif, vous ne verrez pas des individualités, vous verrez un collectif uni pour faire quelque chose de bien, en tout cas pour essayer de construire un monde plus durable. Et pour s'assurer, parce que c'est le risque dans une entreprise familiale, l'entreprise familiale, elle permet de se projeter loin, parce qu'on n'est pas en train de changer de poste tous les 4 matins. La gouvernance est plutôt stable, et ça mène beaucoup de sécurité psychologique pour tout le monde. Malgré tout, le risque, c'est que les générations passant, on puisse perdre ces valeurs-là. Ma grand-mère est décédée l'année dernière au milieu de la casse, au milieu du site, parce qu'à 94 ans, elle avait décidé de vivre et mourir au milieu des voitures. Mon grand-père, c'était il y a 20 ans, mais quelque part, avec leur décès, peut-être qu'on a perdu cette clé de voûte et ces valeurs. Donc on utilise beaucoup de symboles, l'art et la culture, pour se rappeler d'où on vient, là où on veut aller, réenchanter l'industrie, parce que ça ne fait pas forcément envie. Mais n'empêche que la deuxième génération se prépare à partir à la retraite. On doit se développer. Peut-être qu'un jour, je vais devoir faire rentrer un fonds d'investissement pour financer mon développement, mais peut-être que je devrais le faire. Mais pour s'assurer que nos valeurs restent, on s'est transformé en entreprise à mission. C'est un statut qui existe depuis 4 ans. Notre mission, c'est recycler les mobilités en un futur désirable et solidaire. Recycler les mobilités, c'est notre métier, c'est l'innovation, c'est tout ce qu'on fait au quotidien de manière très concrète. Mais en un futur désirable et solidaire, c'est pourquoi on le fait. Voilà. Et cet argent qu'on gagne, on l'investit pour écrire à notre niveau, et modestement, ce qui nous semble être un monde désirable et solidaire. Désirable pourquoi ? La transition écologique, elle ne fait pas forcément envie. Elle nous emmène vers quelque chose d'inconnu et qui peut faire très peur, et qui fait peur, c'est évident. Et pourquoi solidaire ? Parce que dans tous les cas, elle va être très inégalitaire. On n'aura pas tous la capacité de changer nos modes de consommation, d'alimentation, le logement, la mobilité, etc. Ça pourrait empirer des fractures sociales. C'est évident qu'il faut emmener tout le monde avec soi, laisser personne, et les entreprises, je ne sais pas s'il y a d'autres chefs d'entreprise dans la salle, mais mine de rien, c'est elles qui ont les sous. Voilà. Donc c'est à elles de jouer leur rôle sur leur territoire. Voilà. Et je pense qu'on peut faire des choses pas mal. C'est d'ailleurs pour ça, en faisant le lien avec la prochaine table ronde, qu'on a soutenu le projet de territoire zéro chômeur et qu'on a, à notre niveau, essayé de soutenir l'habilitation de Livron, et c'est ce qui a été fait. Merci beaucoup. On reviendra vers vous pour que vous nous donniez concrètement je ne vais pas dire vos recettes, mais en tout cas que vous explicitiez comment les entreprises justement prennent leur part et ont peut-être le devoir de le faire. Vaughan Lancelot, vous êtes donc militante à TDCar Monde. Si je vous dis travail décent, ça vous évoque quoi ? Alors, bonjour tout le monde. Donc travail décent, c'est avant tout pouvoir assumer pour soi et sa famille, avoir une vie correcte, pouvoir manger, pouvoir avoir un petit peu de loisirs et pouvoir faire plaisir à sa famille. C'est ce que vous faites maintenant, mais vous avez toujours travaillé. Je crois que vous avez travaillé près de 30 ans dans le nettoyage. Donc un métier difficile qui a failli vous coûter la vie. On ne va pas développer ici, mais un métier extrêmement difficile. Mais en même temps que vous faisiez ce travail difficile, vous avez toujours eu aussi un engagement à TDCar Monde parce qu'ayant vécu des périodes difficiles, notamment en étant très isolé, vous saviez que vous pouviez aider les autres. Alors, vous m'avez dit quand on préparait cette table ronde, je repère les gens, moi, qui vont pas bien, et je suis allée les chercher. Effectivement, je sais qu'on se reconnaît. Je ne sais pas par quel moyen, mais on arrive à se reconnaître. Ceux qui vivent des choses pas simples, on ne se montre pas du doigt, mais on ne se met pas en avant non plus, chose que je ne fais pas aujourd'hui, mais bon, voilà. On se reconnaît parce que la vie n'est pas un cadeau et on sait qu'on doit se battre peut-être 2 fois plus que les autres pour des raisons X. Et est-ce que c'est mérité ? Je ne sais pas non plus, mais on doit se battre. Et effectivement, comme vous le dites,
en ayant le courage d'aller jusqu'au bout qu'on voit notre mérite. Oser a fait partie, je ne sais pas si c'est la suite, Oser a fait partie d'une des confiances que j'ai pu acquérir. Parce que je ne savais pas que je savais des choses. Et les compétences que j'ai pu acquérir grâce à Oser, a su les mettre sur papier avec d'autres participants qui sont devenus des amis. On était en une expérience sur une année. On a vécu ensemble pendant un an des choses où on était peut-être dans le doute à un certain moment de notre vie. Et petit à petit, toutes les personnes qui ont su nous encadrer ont fait qu'on avait plus confiance en nous. Alors juste pour préciser ce qu'est Oser, je pense que dans la salle, beaucoup de gens le savent, hein, mais si jamais il y a des gens qui ne savent pas, on va rappeler. C'est donc une expérimentation, une formation, comme je le disais un petit peu tout à l'heure, qui est une formation rémunérée, reconnue par l'État, qui vous donne un diplôme, qui vous permet d'accéder à d'autres formations ou à un emploi. Donc il y a eu une première formation, vous avez un peu essuyé les plâtres, hein, Vaughan, puisque vous étiez dans la première formation, qui vise à se remettre à jour, on va dire, sur des savoirs de base, comme l'informatique, comme des cours de français, etc. Mais surtout à rencontrer des professionnels et à évaluer et, comme vous le disiez très bien, à formaliser des compétences que vous n'avez non pas acquises dans la formation, mais que vous aviez, mais que vous ne saviez pas que vous aviez. Exact. Vous avez tout dit, hein. Ce que je veux juste rajouter, c'est que la formation, la préqualifiante qui nous permet d'accéder à une formation pour avoir les bases minimum pour accéder à une formation, il faut passer déjà par rapport à ça, savoir ce qu'on est capable de faire. Et quand on sait qu'on peut accéder à une formation, ça nous remonte les bretelles parce qu'on se dit tiens, c'est pas mal ça, je sais faire. Et je peux accéder comme les autres en fait. Ouais. Et ça, c'était votre première expérience de la réussite entre guillemets scolaire. Le premier challenge, oui. Voilà, le premier challenge que vous avez passé haut la main. Et d'ailleurs, ça n'était pas que votre cas, puisque je crois que dans la première promotion, il y a eu un fort taux de réussite. Oui. Et donc, est-ce que vous pouvez nous dire où vous en êtes aujourd'hui? Vous avez fait une formation? Alors, grâce à Oser, j'ai pu faire une formation qui s'appelle le DEAES. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est... je vais me la péter. Hein, de diplôme d'État d'accompagnement éducatif social. Vous avez vu, hein? Ouais, ça jette. Comment je veux dire, c'est une formation sur un an dans le secteur social autour de l'accompagnement. Donc ça paraît simple, mais c'est pas simple. Et aujourd'hui, vous êtes en CDI? Alors non, CDD, mais je suis prise... le CCAS de la ville de Rennes m'a fait confiance et je suis en emploi jusqu'au mois de janvier. Là. D'accord, avec la possibilité peut-être de continuer. Peut-être, mais je suis très contente de faire ce que je fais. Là. Et alors, qu'est-ce que vous faites concrètement? J'accompagne dans le quotidien, que ce soit pour leur faciliter la vie, donc ça peut être les courses. On a fait du nursing. Et aussi on les accompagne pour que l'encadrement soit agréable. C'est de l'accompagnement à la fois moral, psychique et aussi vaincre l'isolement parce qu'il y a beaucoup d'isolement. C'est des personnes âgées principalement? Alors âgées et puis personnes avec un handicap. D'accord, donc vous êtes... dans l'accompagnement. Et vous me disiez encore, je vais vous faire répéter des choses que vous m'avez déjà dites en off, vous me disiez que c'est quelque chose que même si un jour vous n'êtes plus en emploi, vaincre l'isolement, c'est quelque chose qui fait partie de votre ADN, que vous ferez toujours. Eh oui, mais vous répétez tout. Hein. Ah ouais, je dis tout aux gens, moi. Il ne faut pas me confier des choses. Effectivement, si le mois de janvier, je ne suis pas renouvelée, je vais avec ATD peut-être m'investir sur ce thème-là qui... est un mal sourd, mais qui est un mal qui existe et qui fait très très mal. Donc en fait, je ne sais pas si ce terme peut convenir, mais on a l'impression que vous êtes une travailleuse pair, c'est-à-dire que vous avez vécu des choses et votre vécu fait que vous comprenez les gens que vous accompagnez. On se connaît. Voilà, vous vous reconnaissez. Donc vous diriez que votre travail, il a une forte utilité sociale et il est décent aujourd'hui?
bah là, je sais que par rapport à ma famille, en tant que maman, en tant que mamie, j'en suis fière pour moi-même, mais voilà, pour la suite aussi. Merci Vaune. On revient vers vous tout à l'heure. Et ce que je voudrais qu'on évoque maintenant tous ensemble, j'espère que le temps nous le permet, mais je crois que oui, la manière dont effectivement, là, on vient de se rendre compte tous ensemble en discutant que le travail décent était quelque chose d'important, de nécessaire pour faire société, tout simplement, pour une société qui fonctionne, pour que le plein emploi soit aussi un emploi plein, un emploi qui remplisse les personnes qui l'accomplissent et un travail qui remplisse. Mais alors, on fait comment ? De qui doit-on exiger ce droit qu'est le travail décent ? Est-ce que c'est l'État ? Est-ce que ce sont les entreprises ? Est-ce que ce sont les travailleurs ? Est-ce que ce sont les travailleurs les plus fragiles, justement, qui doivent pousser pour ça ? Parce que, voilà, ils ont fait l'expérience parfois de travail difficile et d'emplois sous-qualifiés où ils étaient exploités. Alors, je ne sais pas, peut-être Anne-Marie, vous pouvez essayer de répondre un petit peu à cette question. En tout cas, ATD prend sa part. Oui, complètement. Vaune l'a très bien présenté avec l'expérimentation OSER. Et ce dont on est fier, c'est à chaque fois qu'on avance des nouveaux projets comme ça, qu'on lance des projets pilotes ambitieux, c'est en les ayant bâtis, en associant l'expérience et la connaissance qu'ont les personnes qui ont vécu, qui vivent la pauvreté, et des expériences et des savoirs universitaires. Et quand on se met à égalité autour de la table, comme on est en train de le faire là, franchement, c'est une manière excellente de construire des pensées qu'on n'aurait pas eues d'une autre manière. Là, Vaune, tout à l'heure, vous avez parlé de vaincre l'isolement comme quelque chose de fort, et finalement, ce n'était pas dans le sujet, on était en train de parler de l'emploi et pour vaincre la pauvreté. Et c'est très important de se dire que la pauvreté, ce n'est pas seulement monétaire, et ce n'est pas seulement avec de l'argent qu'on sortira de la pauvreté. Alors dans le mouvement, on a aussi fait tout un travail que je rappelle ici, certains le connaissent et d'autres non, sur les dimensions cachées de la pauvreté. Et ce travail, on l'a fait aussi en croisement avec des chercheurs universitaires et des personnes qui ont l'expérience de la pauvreté. Et ce travail a reconnu qu'il y avait des dimensions, dites dimensions cachées. Alors, il y en a certainement encore d'autres, mais en tout cas, en le croisant au niveau international, on a cité effectivement l'isolement parmi les dimensions essentielles de la pauvreté. Et vaincre la pauvreté, ce n'est pas seulement monétaire. C'est sortir de la maltraitance institutionnelle, de l'isolement, des peurs, des privations, des compétences non reconnues, savoir qu'on est capable. Et toutes ces expérimentations qu'on mène, on aime bien qu'elles se développent, qu'elles essaiment. Tout à l'heure, Joanne, vous avez cité Territoire zéro chômeur de longue durée. Là aussi, je pense qu'on était précurseurs dans le mouvement en créant il y a plus de 20 ans une entreprise Travailler et apprendre ensemble, en se disant, il n'y a pas que ceux qui savent qui font un pouvoir descendant, mais on va travailler, on va apprendre ensemble. Et là aussi, on était parti sur quelque chose qui prend des grandes dimensions dont on est fier. Voilà, travailler et apprendre ensemble, il faut peut-être en dire un mot, c'est une entreprise formidable qui compte une grosse vingtaine de salariés, toujours, qui est à Noisy-le-Grand et qui fait plusieurs activités, du recyclage informatique, je crois, dans mon souvenir. Je me rappelle les avoir rencontrés, mais c'était il y a bien longtemps. Et effectivement, une des missions de cette entreprise, outre de donner un travail à des gens qui étaient éloignés de l'emploi et de leur donner une utilité sociale, de leur donner de l'autonomie, de leur donner des responsabilités, ils font aussi du bâtiment et du ménage. Et bien, c'était TAE, Travailler et apprendre ensemble. C'est en fait la préfiguration de ce qui va être l'objet de notre seconde table ronde, qui est Travailleurs zéro chômeur. Et c'est aussi une des missions d'ATD et de cette entreprise qui était de donner des idées aux autres, en fait. Tout à fait, parce que vous avez cité les différentes activités qui développent, mais il y a également une autre activité qui est celle de la formation à l'entreprise inclusive, parce que quand on apprend des choses ensemble, on pense qu'on a quelque chose à dire aux autres. C'est un petit peu aussi ce que vous avez dit, Joanne Renaud, et c'est effectivement quelque chose qu'on exporte ensuite. Oui. Et donc, alors justement, cette connaissance fine, cette documentation de ce que peut être le travail décent, vous l'avez porté au niveau national, avec Territoire zéro chômeur de longue durée. Comment ça se passe avec les pouvoirs publics ? Est-ce qu'il y a eu... Bon, là, ça a fonctionné, ça a été non seulement écouté, mais mis en place. L'idée, c'est toujours d'être un aiguillon ?
Oui, effectivement. Et puis l'idée, c'est de se mettre ensemble et de mobiliser tout le monde. C'est pas d'opposer les uns aux autres, comme on a une société qui le fait actuellement beaucoup au niveau de l'emploi et des sécurités. C'est d'aller chercher des gens qui sont pas forcément d'accord ensemble, qui vivent pas les mêmes conditions, mais de les associer et de se dire c'est ensemble qu'on va avancer. Cette expérimentation territoire zéro chômeur, dont je ne vais pas dire plus là, c'est quand même essentiel de dire que la première loi a été votée à l'unanimité de l'Assemblée. Je ne connais pas beaucoup de lois qui sont votées à l'unanimité. La deuxième aussi. La deuxième aussi, tout à fait. Voilà. Donc, effectivement, ça paraît tellement évident quand c'est expliqué, quand les buts recherchés, c'était en plus très très bien ficelé ce projet. Donc il n'y a aucune raison qui ne remporte pas l'unanimité. Thomas Coutreau, vous du côté des chercheurs, de la recherche, des sociologues, des économistes, vous arrivez à des conclusions intéressantes sur le travail décent et sur son efficience en fait. Est-ce que les pouvoirs publics, les entreprises s'emparent de vos travaux? J'aimerais dire oui, mais quand on voit le nouveau projet sur France Travail, là, le projet de loi sur le plein emploi, ce qu'on peut dire, c'est que ce projet de loi méconnaît l'essentiel des apports de l'économie et de la sociologie du travail sur les incitations au travail. Ce projet fait comme s'il était démontré que le fait d'avoir un revenu de remplacement décourage la reprise d'emploi. Alors que moi, je fais partie, par exemple, j'ai fait partie longtemps de la DARES, l'institution, le service statistique du ministère du Travail, qui a mené une étude à la demande du gouvernement il y a une dizaine d'années sur l'évaluation du RSA. Le RSA est-il un obstacle à la reprise d'emploi? Eh bien, mes collègues économistes ont fait des analyses très fouillées sur les fichiers de données de l'enquête emploi en regardant si les gens qui bénéficiaient de minima sociaux par rapport à ceux qui n'en bénéficiaient pas, est-ce qu'ils avaient un taux ou une rapidité de retour à l'emploi plus faible? Eh bien, le résultat très clair, c'est non. Il n'y a aucun impact de l'indemnisation ou du fait de bénéficier d'un minimum social par rapport à la reprise d'emploi. Et ce résultat, c'est pas juste la DARES qui l'a trouvé, il est confirmé par la quasi-totalité des études économiques sur le sujet. Parfois, certains économistes trouvent que, notamment pour des cadres, l'indemnisation du chômage retarde un petit peu la reprise d'emploi, c'est-à-dire que les gens vont attendre quand ils ont les moyens, quand ils sont bien indemnisés, ils vont attendre la fin des droits et ça fait perdre 2-3 mois. Bon. Mais en fait, voilà, massivement, et notamment à des niveaux, disons plutôt du bas de la pyramide sociale, les gens aspirent à travailler. Et souvent, ce que montrent aussi ces études, c'est que souvent les gens acceptent de perdre du revenu pour pouvoir travailler. Cette idée qu'il y aurait, voilà, que ce qui compte avant tout pour les gens, c'est le revenu. Bien sûr, le revenu, c'est essentiel pour pouvoir boucler les fins de mois, pour pouvoir acheter ce qu'il faut à ses enfants. Mais ça, être utile, se socialiser dans l'emploi, rencontrer des gens, faire partie, se sentir vivant dans la société, c'est tout aussi important. Et c'est ça que le projet de loi plein emploi ignore, enfin fait comme s'il ignorait complètement. Alors ce qui est frappant, c'est qu'ils ne peuvent pas l'ignorer. Ce sont les gens qui ont inspiré ce projet sont nos députés, qui est un député donc proche d'Emmanuel Macron, qui est un des penseurs de ce projet de loi. Il connaît très bien ces études, M. Ferracci. Il connaît très bien toutes ces études. Donc pourquoi est-ce qu'ils font comme si elles n'existaient pas, et pourquoi est-ce qu'ils font des lois ou des discours qui stigmatisent toujours les demandeurs d'emploi, les chômeurs, les précaires, les pauvres? C'est pour des raisons politiques. Là, on voit bien que le but, c'est de trouver des alliances avec la droite et l'extrême droite pour faire voter un budget. Et donc, c'est là qu'on arrive un petit peu aux limites de l'approche consensuelle, si vous voulez. On est dans une société où quand même la question du pouvoir, la question des conflits, elle est extrêmement importante. Alors je voulais, par rapport à la question de redonner du sens au travail qu'on a mis un peu au centre de notre réflexion, je pense que votre exemple est vraiment très stimulant. Un employeur, des employeurs, puisque vous êtes des employeurs familiaux, qui décident que le profit ne passe pas avant tout
et que ce qui est plus important que de maximiser le profit, c'est d'avoir une communauté de travail rassemblée qui voit un objectif commun, qui participe à une mission commune. Bon, ça, évidemment, c'est extrêmement encourageant. Mais je dirais, malheureusement, c'est extrêmement minoritaire dans l'ensemble, disons, de la classe dirigeante et du patronat français. Les entreprises comme les vôtres existent, les entreprises familiales, il y en a encore un certain nombre, qui va diminuant parce que de plus en plus les groupes financiers, les investisseurs, les fonds d'investissement rachètent progressivement la plupart des PME dès qu'elles deviennent un peu appétissantes, ce qui semble-t-il bientôt le cas de la vôtre. Attention là. Donc voilà, et donc ce mouvement de concentration, d'absorption des PME indépendantes et familiales par les grands groupes et par les intérêts financiers est une des racines, si vous voulez, de la perte de sens du travail qu'on observe aujourd'hui dans les entreprises en France. Aujourd'hui, c'est vrai que les PME indépendantes deviennent de plus en plus rares et ce pouvoir de la sphère financière, ces impératifs de maximisation des rendements à tout prix, quel que soit l'impact social, environnemental, tendent de plus en plus à s'étendre et à dominer le travail. Donc voilà, donc c'est vraiment là que se trouve, je crois qu'il y a quand même une question politique qu'il faut aborder en tant que telle. On a vraiment un enjeu de pouvoir dans cette affaire. Et alors, on peut partir, nous ce qu'on propose dans le bouquin, c'est de partir de ce que vous avez dit tout à l'heure. Quand vous avez dit, je ne savais pas que je savais tant de choses. Lors de la formation, vous êtes rendu compte que finalement, à travers votre expérience, vous aviez appris énormément de choses et que votre formation vous a permis de formaliser et finalement de faire reconnaître. Et en fait, dans le travail, c'est général ce phénomène dans le travail. C'est-à-dire que tous les gens qui travaillent font beaucoup plus de choses et beaucoup mieux que ce qu'ils s'imaginent qu'ils font, que ce qu'ils ont conscience de faire. Ça, c'est un des résultats des sciences du travail, en particulier de l'ergonomie, qui a mis en évidence à la fois que les gens font toujours mieux et plus que ce qu'on leur demande de faire, parce que la prescription du travail par les employeurs, elle est toujours partielle, elle est toujours lacunaire. Les consignes ne peuvent pas tout prévoir, hein, donc les gens sont obligés de s'adapter, de rigoler, d'inventer. Ça, c'est un résultat général de l'ergonomie. Mais ce que montrent aussi les ergonomes, c'est que les gens, la plupart du temps, n'ont pas vraiment conscience de ça. Et donc, je pense que si on arrivait à faire prendre conscience, et là c'est un travail de fourmi, un travail que les syndicats pourraient mener, que les associations pourraient mener, que les collectivités locales pourraient aider aussi à faire émerger, si on arrive à faire prendre conscience aux travailleuses et aux travailleurs que ils font beaucoup plus et beaucoup mieux que ce qu'on leur dit, et qu'ils ont le droit, c'est ça, qu'ils doivent se sentir légitimes à donner leur avis et à être entendus sur la manière dont leur travail est organisé et sur la finalité de leur travail, là on pourrait commencer, me semble-t-il, à enclencher un mouvement culturel, politique, de réappropriation du travail, qui serait de nature finalement à inverser la tendance actuelle à la dégradation du travail et du lien social. Merci. Alors, Johan Renaud, ce que j'ai entendu dans ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que vous, le fait que ce soit une entreprise familiale, que vous pensez toujours à votre grand-père, à votre grand-mère, à toute l'histoire familiale, à toute cette trajectoire quand vous exercez votre métier aujourd'hui, vous êtes sur le long terme en fait. Et ça, ça va un petit peu à l'encontre de ce qui est proposé aujourd'hui avec des rendements, certes toujours maximisés, mais surtout à court terme. Est-ce que pour vous, le fait qu'un entrepreneur puisse voir à long terme se projeter dans, comme vous dites, un écosystème, c'est-à-dire aussi essayer de faire grandir son territoire à long terme, est une piste et quelque chose qui pourrait convaincre des entrepreneurs pour investir autrement, pas simplement je prends le fric et je me casse, mais faire de l'argent bien sûr, mais que cet argent il soit investi dans du long terme, dans le fait que cette activité puisse durer, puisse faire vivre un territoire, puisse le développer. Ça c'est sûr, je l'ai dit tout à l'heure, mais l'entreprise familiale, s'il faut vraiment identifier un des points très 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 positifs, c'est celui-ci, c'est la possibilité de se projeter sur du long terme. Une forme de stabilité, et derrière ça se décline essentiellement autour des sujets de sécurité, de stabilité dans les organigrammes, dans les organisations. Pour répondre à la question, mais aussi par rapport à ce qui a été dit, encore une fois, la transition, le changement climatique va nous emmener dans une transition qui va être
hyper rapide, hyper violente. Il ne faut pas attendre des solutions parfaites pour agir. Il vaut mieux commencer des choses. Il vaut mieux ne rien attendre du gouvernement, parce que partons du principe qu'il y a des intérêts politiques, des intérêts très court-termistes, alors que je pense que l'urgence, c'est de voir loin, ça c'est sûr. Et donc, je pense que tout le monde doit comprendre. Quand je dis tout le monde, c'est les gens comme moi, des chefs d'entreprise. Ils doivent comprendre qu'on a un rôle à jouer et que le rôle, il se joue à l'échelle des territoires. Encore faut-il définir le territoire. En ce qui nous concerne, c'est plutôt une communauté de communes ou un ensemble de communautés de communes. Et avec le territoire, si on explique bien les choses, si on prend l'exemple des conventions citoyennes qui ont eu lieu en France ou en Irlande ou ailleurs, si on explique les choses, tout le monde est capable ensuite de participer à un débat. Ça peut être un débat au sein de l'entreprise, les choix stratégiques de l'entreprise, ça peut être des débats sociétaux, etc., et tranchés. Voilà. On travaille énormément les sujets de formation, ça c'est bien du long terme, puisqu'on va former des jeunes, ou des moins jeunes d'ailleurs, à ce métier-là, qui est un métier qui est un peu méconnu, le recyclage automobile. C'est aussi un métier qui n'est pas délocalisable, pas automatisable, qui se pratique en territoire rural, qui permet la réindustrialisation verte en plus. Donc former ces gens, c'est aussi se projeter sur du long terme. C'est la volonté peut-être d'impacter, mais aussi de garantir la pérennité de mon activité. Il y a très très peu de turnover dans l'entreprise. Mais un de ces jours, tout le monde sera parti à la retraite. Donc je suis obligé, moi, de former, de me projeter loin. On travaille sur un centre de formation pour aller même un peu plus loin. Actuellement, on a un CQP, un certificat de qualification professionnelle, avec un CFA. L'idée, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Voilà. Au quotidien, comment aussi on projette tout le monde sur ces sujets d'un futur désirable, solidaire, etc. Tout le monde a la possibilité de parler, d'échanger. On construit un dialogue social avec le CSE, avec les syndicats, et chacun participe. Je pense que c'est vraiment absolument essentiel. Je pense que les chefs d'entreprise qui n'ont pas compris ça, parce qu'il ne faut pas oublier que le chef d'entreprise, lui aussi, il a besoin de sens, en fait. Et au bout d'un moment, il se finit par se poser la question, souvent trop tard quand il est en train de mourir, mais il se dit à quoi j'ai servi, quoi. Voilà. Bon, ben moi, ça fait longtemps que je me la pose. Et voilà, donc je pense que ça va s'imposer à chacun. On peut faire quelque chose, on doit faire quelque chose, très probablement à l'échelle des territoires et en écosystème. Merci. Alors Vaughan, je vous donne la parole avant qu'on passe bien sûr aux questions. Vous, en tant que salarié, tout à l'heure vous avez dit quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Vous avez dit pendant la formation OSER, on était tout un groupe et on est devenus des amis. Est-ce que vous avez senti une force du collectif parce que vous vous êtes découverte, vous, avec vos compétences que vous aviez mais que vous ne saviez pas que vous aviez. J'imagine que c'était pareil pour les autres dans la formation. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des choses que vous n'accepteriez plus ? Est-ce que le fait que vous soyez sûr de vos compétences, ça vous donne de la force peut-être pour négocier un contrat, pour ne pas accepter de faire n'importe quoi, et aussi le fait d'avoir étudié avec d'autres, été en groupe, est-ce que ce collectif, ça vous a aussi donné de la force ? Oui, on a de la chance en fait que sur Rennes, la région Bretagne, on était déjà 7-8 de cette région dans la même promotion, et ça nous solidifie pour après retourner sur Paris. Nous, c'est monté à la capitale. Mais c'est vrai que ça nous permet d'être plus sûrs de nous quand on est en petit groupe où on n'était pas forcément à l'aise. Quand on est déjà, on ne connaît pas les cours, on essaye de se réconcilier avec l'étude. Moi, j'étais pas copine avec ça, quoi. Et grâce à OSER, j'ai pu mettre mon nez dans un livre et tout ça. Et c'est beaucoup de réflexion avant d'en arriver à réussir. Cléa, pour certaines personnes, c'est les bases fondamentales à acquérir pour accéder à une formation. Donc ça, quand on arrive à passer ce stade-là, si on est apte, ça nous permet de découvrir qu'on peut dépasser autre chose, quoi. Et est-ce que vous conseilleriez cette formation à d'autres ? Alors oui, dans le sens où ça permet déjà de sortir de chez soi pour éviter de rester seul chez soi.
se battre avec les autres, parce que quand on fait la formation, on sait qu'on va faire une formation pour les autres aussi. D'abord parce qu'on est fiers de nous, mais on va mettre nos services à la contribution pour les autres. Parce que dans le secteur social, on va faire avec les autres, on ne fait pas à leur place. Et donc c'est hyper important de savoir ça. Merci de nous l'avoir rappelé. Je crois qu'il est temps de vous laisser la parole à tous. Vous avez sans doute beaucoup de questions et on va faire passer un micro. Alors, y a-t-il des questions dans la salle? Très bien. Moi, c'est une question pour Monsieur Renaud. Est-ce que dans votre environnement, vous avez d'autres entreprises? Est-ce que votre expérience suscite de l'intérêt auprès de vos collègues entrepreneurs et que cette éthique se diffuse, même si c'est uniquement à l'échelon de votre territoire? Oui, vraiment, très sincèrement. Notamment parce qu'on est vraiment dans une volonté d'essaimage, enfin de montrer ce que l'on fait, d'ouvrir nos portes. Et donc ça se diffuse autant auprès de nos confrères, les gens qui font le même métier, autant auprès des entreprises qui nous entourent, mais qui peuvent nous entourer même de très loin. Il y a des gens du monde entier qui viennent visiter l'entreprise finalement et qui comprennent que ça peut quand même avoir beaucoup de sens chez eux aussi. Et vraisemblablement, ce que me disent notamment le maire de Livron, c'est 11 000 habitants, il me dit que d'autres entreprises veulent venir s'installer à Livron parce qu'ils ont entendu parler de GPA et parce que GPA a parlé des valeurs de ce territoire. Donc je pense que forcément, encore une fois, si on raisonne en écosystème, on peut créer une espèce d'effet d'entraînement qui sera hyper positif. Je voudrais prolonger un peu la question en demandant si vous avez des contacts avec votre syndicat professionnel, avec la profession d'une façon générale, et avec les syndicats de patronaux, pour faire essaimer justement cette idée et cette pratique. Oui. J'ai l'impression que c'est pas forcément en passant par les syndicats professionnels. Patronaux, c'est pas mon truc. Mon syndicat professionnel, on travaille beaucoup sur des aspects très... On a un métier compliqué. On est très concentré sur des aspects réglementaires. Mais finalement, on est tellement visible que tout le monde peut suivre un petit peu notre exemple. Voilà. Ce qui compte, c'est que moi, en tout cas, je siège au conseil de mon syndicat professionnel et j'en parle. Mais voilà, ce qui compte, c'est de montrer et surtout une espèce de congruence, dire ce qu'on fait, faire ce qu'on dit, vraiment savoir communiquer sur tout ça. Et ça fonctionne bien. Oui, alors moi j'avais une petite question pour Johan Renaud et une autre pour les autres. Pour Johan Renaud, c'était est-ce qu'il y a une échelle de salaire dans votre entreprise qui a été fixée? Et, parce que j'ai entendu que c'était pas moins de 2000 bruts, mais c'est pas une échelle de salaire, c'est un minimum, c'est déjà bien. Et puis alors, pour les autres, c'était par rapport à un point que vous avez évoqué à plusieurs reprises, qui est l'importance du territoire. Et quand on voit la loi plein emploi, la construction de France Travail, qui est extrêmement nationale, extrêmement centralisée, qui même risque de faire remonter un certain nombre de choses au national, je voulais avoir votre sentiment, et notamment celui de Thomas Coutreau, sur est-ce que le travail décent, enfin la relation travail décent, ancrage dans le territoire, est-ce que c'est une question que vous travaillez, que vous avez analysée, enfin voilà. Je commence sur la première partie. Échelle, pour vous, c'est une grille de salaire, c'est ça? Oui. Oui, voilà. Est-ce que vous dites, nous, dans l'entreprise, les salaires, c'est entre 1 et 30, ou entre 1 et 10, ou entre le rapport entre le plus petit salaire et le plus gros salaire? Non, en fait, on n'a pas eu besoin de se poser la question. En tout cas, si les petits salaires sont hauts, c'est pas du tout pour justifier des hauts salaires par ailleurs. Non, par contre, sur les salaires, je peux dire que dans notre NAO, la négociation annuelle, on a décidé, je ne suis pas sûr qu'économiquement ce soit une bonne idée, mais en tout cas on a suivi l'inflation. C'est-à-dire qu'on prend l'indice INSEE, on l'applique à tous les salaires, et ça ne vient pas supprimer des éventuelles négociations individuelles en fonction de l'évolution des collaborateurs. Et voilà. Si, je crois que l'indexation des salaires sur l'inflation, c'est une très bonne mesure qui serait tout à fait utile économiquement, macroéconomiquement.
Oui, alors sur la question de l'ancrage territorial, moi il se trouve que j'ai été... vous n'étiez pas à la réunion, je crois, mais j'ai été invité à faire une conférence dans le groupement des entreprises du Val-de-Drôme. Je ne sais pas si vous faites partie de cette association. Au printemps, là non, vous n'étiez pas là. J'ai présenté le bouquin. Et effectivement, c'est une association des entreprises du Val-de-Drôme qui m'avait invité à présenter le bouquin. Donc déjà, c'est très rare que je sois invité par des cercles patronaux, pour tout vous dire. Et j'étais très content d'avoir l'occasion de cette discussion. Et je me suis rendu compte effectivement que dans ce groupement d'entreprises, il y avait des chefs d'entreprise. Alors, il n'y avait pas que des gens qui avaient des préoccupations sociétales et environnementales, mais il y en avait. Et c'était plutôt encourageant. Mais je n'ai pas été invité dans un autre territoire, si vous voulez. Donc, bon, c'est pas pour dire que c'est uniquement dans la Drôme qu'il se passe des choses intéressantes, mais c'est quand même, me semble-t-il, relativement, malheureusement, relativement rare. Et je pense vraiment, pour répondre à votre question, que oui, le travail, il doit être enraciné dans les territoires. Parce que aujourd'hui, ce dont souffre le travail, c'est justement de cette hyper-centralisation des décisions qui viennent des sièges sociaux qui ne sont même plus en France souvent, et des actionnaires qui sont, alors pour le coup, la plupart pas en France, et qui prennent les décisions stratégiques en toute indifférence par rapport à leurs conséquences sur les territoires, sur le travail réel, sur la cohésion sociale, sur l'environnement. Donc oui, ça c'est un des gros problèmes que nous rencontrons aujourd'hui, c'est l'absence totale d'enracinement des décisions. Et donc pour restaurer une économie saine et une société cohérente, on aurait besoin effectivement de réenraciner les décisions dans les territoires au plus près des impacts que ces décisions ont sur les personnes et sur l'environnement. Oui, je voulais compléter en fait en revenant sur la loi plein emploi, où il y a quand même un réel impensé par rapport à cette gouvernance territoriale, puisque peut-être l'élément quand même positif dans cette loi, c'est d'afficher une volonté de prise en compte globale, mais absolument pas en associant les territoires, alors que tout ce qui est global autour de l'emploi, que ce soit les questions de garde d'enfants, de logement, de mobilité, sont des compétences territoriales. Et comment on peut penser des choses pareilles sans avoir réfléchi avec les territoires et sans laissant une marge voilà, donc je voulais revenir sur ce paradoxe, un des paradoxes de cette loi. Alors, ma question s'adresse à Madame Lancelot. Donc, vous avez parlé tout à l'heure de votre beau diplôme d'accompagnement. J'ai oublié le sigle très compliqué, DEA, ou je ne sais pas quoi, mais bon, voilà. Donc, il y a un gros besoin à ce niveau-là, c'est bien clair. Et vous avez l'air d'aimer beaucoup votre métier. Je voulais juste savoir si, dans la définition de l'accompagnement pour votre diplôme, il y avait l'accompagnement dans les démarches. Vous n'en avez pas parlé. Est-ce que de temps en temps, vous allez voir, par exemple, justement, à ce qui s'appelle encore Pôle emploi, je crois, vous accompagnez quelqu'un, ou est-ce que vous accompagnez quelqu'un à la CAF, enfin, ce type de démarches qui sont fondamentales, est-ce que ça faisait partie de votre diplôme et de vos pratiques professionnelles actuellement ? Déjà, merci de poser cette question-là. Si moi, je ne fais pas ces démarches administratives, c'est parce que le public est âgé. Et par contre, j'ai des collègues qui sont amenés aussi à faire ça, aller aider des personnes qui ont un handicap pour faire des démarches par rapport à Pôle emploi, par rapport à une demande d'aide de logement. Et effectivement, ça fait partie d'une des compétences qu'on doit répondre à la personne ou aux différents publics qu'on doit rencontrer. Alors donc, comme elles sont diplômées, on est obligé de les recevoir, elles ne se font pas jeter, puisqu'elles ont leur beau diplôme en main et quand elles arrivent avec la personne... Est-ce que c'est de l'humour quand vous dites qu'on est obligé ? Je ne sais pas. Non, de temps en temps, il y a quelqu'un qui va en étant accompagné, et quand on arrive au rendez-vous, la personne qui reçoit dit non, je veux prendre cette personne toute seule. L'accompagnement, il n'est pas toujours un droit effectif. D'accord, ok. Ben, écoutez, quand on va chez des gens, on n'oblige personne à faire les services qu'on doit faire. On fait ça avec la personne. Ça se fait en commun accord. On ne le fait pas à la place de la personne. On le fait avec, déjà, deux. Et après, il y a toujours possibilité à la personne de se donner le droit de ne pas le faire ou de le faire.
Juste, ma question ne s'adressait pas sur la personne, parce que j'imagine bien que vous leur demandez si elles veulent être accompagnées. Certainement, vous avez tout à fait conscience de ça. C'est juste qu'après, quand on arrive dans l'institution, de temps en temps, la personne qui reçoit et qui prend le rendez-vous dit « Non, je veux rester seule avec la titulaire du droit ou celle qui est convoquée et je ne veux pas qu'elle soit accompagnée. » Et à ATD, il y a beaucoup de personnes qui rencontrent cette difficulté. Ils accompagnent quelqu'un qui est en difficulté et ils doivent rester à l'accueil. Ils ne peuvent pas. Bah, vous avez raison. Moi, je n'ai pas assez d'expérience pour vous répondre. Je démarre, donc je n'ai pas assez d'expérience pour vous dire la réponse. Ce que je sais, c'est que quand j'interviens chez quelqu'un, ça se fait d'abord parce qu'on a un carnet, on dépend d'un planning de notre secrétariat. Et les personnes ont été auparavant, elles ont eu une décision par rapport au service. Et en aucune façon, on oblige ces accompagnements. Voilà. Oui, moi je m'interroge, mais c'est peut-être, ça sera traité dans le cadre de la deuxième table ronde. C'est le rapport entre le travail décent et l'emploi décent, et en particulier les formes d'emploi qui encadrent la relation de travail. L'emploi indépendant, est-ce qu'il est plus favorable à exercer le travail décent selon les 3 critères que M. Gautreau a définis, qui sont très clairs et sur lesquels je trouve que tout le monde se retrouve. Et l'emploi salarié, bien sûr, qui a des modalités très, très, très diversifiées. Dans les entreprises à but d'emploi, on a mis comme critère qu'il fallait que ce soit des contrats à durée indéterminée. Par contre, vous nous avez dit que vous avez accepté un CDD. Enfin voilà, c'est une interrogation que je me pose. Les jeunes, je veux dire, une partie des jeunes aspirent à entrer sur le marché du travail par des CDD, ça ne les dérange pas. De même pour l'intérim. Il y a une partie des travailleurs en intérim qui choisissent cette forme-là. Bon, voilà, c'est une question. J'avais une autre question, c'était sur entreprise à mission, parce que la seule dont j'ai entendu parler, c'est Danone. Donc je trouve intéressant que dans le cadre de votre entreprise, mais si vous pouvez nous expliquer un peu plus pourquoi, qu'est-ce que ça apporte, Merci. Peut-être Thomas Coutreau d'abord sur les différentes formes d'emploi, hormis le salariat. Vous parlez beaucoup d'ubérisation dans le livre, donc peut-être c'est l'occasion d'en dire un mot. Oui, alors c'est vrai que, notamment chez les jeunes, il y a, pas chez tous, mais une fraction de la jeunesse, il y a l'idée qu'on va refuser les contraintes du salariat, en particulier ces emplois ce travail très normé, avec toutes ces obligations de contrôle, de reporting, etc. Ce travail qui n'a pas de sens. Et on va plutôt chercher à exercer en indépendant ou en auto-entrepreneur, avec l'idée qu'on va avoir plus de liberté, on va trouver plus de sens, on va pouvoir mieux gérer son planning, etc. Et c'est vrai dans une certaine mesure, c'est-à-dire qu'effectivement, mettre à distance l'autorité patronale, ça peut être un soulagement, en tout cas temporaire. Après, le problème, c'est que de la domination éventuelle d'un système de management, on passe à la dépendance par rapport au marché. Et ça peut être parfois tout aussi violent. Donc, voilà, il n'est pas sûr que ce soit une alternative totalement satisfaisante. Mais en tout cas, c'est vrai que, par exemple, on rencontre beaucoup de jeunes aujourd'hui qui disent « Moi, je ne veux pas de CDI, surtout pas. Je ne veux pas m'enfermer, je ne veux pas avoir le sentiment que je suis enfermé dans un emploi. Je veux pouvoir partir quand je veux. » Et effectivement, l'intérim peut être aussi vécu comme une forme de liberté. Donc, je dirais que c'est plus une réaction à des modes d'organisation du travail extrêmement rigides et peu satisfaisants qu'une aspiration en fait à la précarité. Je ne crois pas qu'il y ait une aspiration à la précarité.
Voilà, donc il n'y a pas de réponse simple à votre question. Le CDI peut être un enfer s'il est dans un cadre hyper contraint où on tombe malade parce qu'on n'arrive plus à se retrouver dans ce qu'on fait. Ok, sur l'entreprise à mission, pour faire un petit peu bref, mais ça a été introduit par la loi Pacte en 2019. L'idée derrière ça, c'est de dire qu'une entreprise peut ne plus être uniquement une entité économique, mais en faire une entité plus impactante, car économique et sociale et sociétale. Si Danone est devenue entreprise à mission, c'est très probablement parce que son PDG de l'époque avait, avec beaucoup de conviction et de sincérité, voulu porter ce projet-là, sauf qu'il s'est fait virer une fois que les statuts ont été modifiés. Ça veut dire que ça ne plaisait pas à ses actionnaires. Mais justement, pourquoi ça ne leur a pas plu ? Parce que c'est un statut qui est très obligeant. C'est-à-dire que, très concrètement, l'entreprise à mission, c'est une raison d'être, c'est-à-dire définir à quoi on sert, et l'inscrire dans nos statuts. Les statuts, donc on les dépose au greffe du tribunal, etc. 2, des objectifs statutaires, c'est-à-dire cette raison d'être, comment elle se décline sur 2, 3 ou 4 grands sujets. Ensuite, il faut définir des objectifs opérationnels. Alors eux, ils ne sont pas inscrits dans les statuts. C'est-à-dire au quotidien, en termes de reporting, comment on mesure très concrètement, souvent avec des chiffres, mais pas forcément, comment on mesure concrètement qu'on est bien aligné avec notre mission, nos objectifs statutaires et donc les objectifs opérationnels. Il faut un comité mission, c'est-à-dire que dans l'entreprise, on crée un petit groupe de travail. A priori, l'idéal, c'est 7 personnes, 4 qui font partie des effectifs, et pas forcément les dirigeants, et 3 qui viennent de l'extérieur et qui viennent faire un peu le poil à gratter pour vérifier que la direction est bien alignée avec sa raison d'être et les objectifs associés. Et le dernier point, c'est que tout ça, c'est vérifié par un organisme indépendant. On peut imaginer, par exemple, qu'un expert comptable ou un commissaire aux comptes, des gens de ce type de profession, puissent faire ce type de mission de contrôle, en fait, du statut d'entreprise à mission. Voilà, donc c'est très obligeant et il faut surtout bien garder en tête que la raison d'être elle-même et les objectifs qu'on y associe ne sont pas définis par le patron, ou alors c'est qu'il n'a rien compris, mais plutôt avec l'ensemble de ses parties prenantes. Bon, les parties prenantes, c'est-à-dire tous les gens avec qui il est en interaction, c'est-à-dire ses collaborateurs, ses clients, ses fournisseurs, son territoire, les collectivités, les pouvoirs publics, les services de l'État, etc., etc. Donc si c'est bien fait, c'est un statut qui est vraiment bien. Et il y a de très belles boîtes entreprises à mission, la Maïf, qui est vraiment une belle boîte, Crédit Mutuel, vraiment une belle boîte, la Camif, très belle boîte, Aigle, très belle boîte, etc., etc. Aigle, par exemple, il fabrique des bottes en France. Ne pas laisser d'autres traces que celles de nos pas. Bon, ben, alors il y a un petit côté lyrique, mais n'empêche que c'est décliné dans des objectifs statutaires qui tiennent vraiment la route. Voilà. Oui, je m'excuse d'arriver si tard. Je voulais réagir rapidement sur le dernier point et faire 2 informations. Dans les offres disponibles sur le site de Pôle emploi, 1 100 000 offres disponibles, il n'y a que 80 000 offres qui sont des CDI à temps plein. Ça, c'était la première remarque. Et puis, on pourrait ajouter aussi qu'il y a la forme de coopérative qui permet de créer une entreprise en partageant le pouvoir. Les 2 informations que j'ai à faire, je vais aller très vite. On a donné un cours de syndicalistes de Pôle emploi le lundi 2 octobre sur France Travail et le nouveau RSA. Et ce cours est disponible, je vais faire circuler l'information, soit sous forme papier, il fait 3 pages, soit sous forme enregistrée, il fait 2 heures, et on peut obtenir l'enregistrement. C'est un cours donc qui s'appelle France Travail, quoi. Et la deuxième information, c'est que changer de cap avec le Secours catholique, avec ATD Carmonde, etc., ils ont mis en lumière depuis 2 ans que les CAF, sous la demande de Macron, dans la convention d'objectifs, supprimaient sans les prévenir, sans leur laisser de reste à vie pendant 4 ou 6 mois, toutes les allocations qu'elles versent.
aux allocataires les plus précaires. Et un gros rapport vient de sortir, gros, il fait 50 pages, qui s'appelle « Maltraitance institutionnelle, illégalité à la CAF » et qui a des propositions concrètes qu'on a exposées mardi à plusieurs députés de la NUPES pour demander une commission d'enquête parlementaire. Et ce rapport est également à votre disposition. Merci. Peut-être une dernière question. Deux. Je voulais juste poser une question peut-être à Vaughan Lancelot, puis peut-être aux autres aussi, sur est-ce que c'est important pour que l'emploi soit décent, pour qu'on y soit bien, de pouvoir se faire entendre par les dirigeants, par nos supérieurs, quand on est en difficulté au travail, quand on souffre au travail. J'ai compris que vous aviez exercé un travail qui n'était pas facile. Donc est-ce que ça fait partie de l'emploi décent, en fait, de, comme salarié, pouvoir se faire entendre et avoir des lieux où on peut dire non mais là notre travail tel qu'on le fait ça va pas, il faudrait changer ci ou ça, et voilà. Et à l'inverse, quand on se fait pas entendre, ben on subit les choses et on souffre et en plus on n'a pas de moyens d'action. Donc voilà, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Alors je mettrais pas il faudrait et il suffit, je mettrais simplement que ça doit se faire naturellement. Si on arrive à se dire qu'on a un travail décent, si on nous demande d'intervenir ou de participer dans tel et tel groupe pour pouvoir justement apporter une petite pierre et de se dire faut que d'autres comme moi puissent le faire, je pense que ça doit contribuer à l'évolution de ce qu'on est et de ce qu'on veut que pour les autres aussi. Et deuxièmement, je dirais que si le travail décent, aussi bien personnel comme professionnel, nous permet de sortir de sa bulle de confort pour aller vers les autres, c'est quand même utile. Ouais. Effectivement, j'aurais eu cette connaissance que je peux me défendre, sûr que je ne me serais pas laissé faire, quoi. Ouais. Il y a encore des... Non, il n'y a plus de questions pour l'instant. Bon, de toute façon, je vous invite à... Très vite ? Allez, très vite. On ne va pas laisser ce monsieur sur sa faim. Non, c'est ce que monsieur Renaud a dit à propos de l'entreprise à mission, me pousse à poser la question quand même. Vous avez évoqué la possibilité de faire appel à un fonds d'investissement. Comment ça va pouvoir se passer à ce moment-là ? C'était une réflexion pour la gratter. Juste dire que les choses ne sont pas immuables, c'est-à-dire que l'entreprise se développant, il faut lui souhaiter de se développer à cette boîte, parce que d'abord il faut recycler les voitures, c'est évident, et puis parce que c'est une boîte qui porte des valeurs, donc autant que ce soit elle plutôt qu'une autre qui se développe. C'est évident qu'elle devient attirante, c'est peut-être le terme que vous aviez utilisé, ou je sais, appétissante. Ça c'est sûr, puisque j'ai tous les équipementiers, les gens qui fabriquent les pièces d'automobiles, tous les constructeurs, tous les fonds d'investissement français ou européens qui viennent me voir en disant qu'ils veulent racheter la boîte. Au bout d'un moment, j'ai réuni tous mes actionnaires en disant « Est-ce que ça vous intéresse ?» On parle bien sûr en millions d'euros. Est-ce que ça vous intéresse, ceux qui bossent pas dans la boîte, de vendre l'entreprise et puis de mener une vie, je sais pas. Acheter un yacht, d'ouvrir un château, une Ferrari ou n'importe quoi. Et sur les 14 actionnaires, absolument aucun n'a souhaité vendre. Ça, c'est le premier point. Parce qu'on estime que ce qui donne du sens à notre vie, c'est aussi le sens qu'on donne dans notre travail, etc., etc. Néanmoins, lorsqu'on va chercher de l'argent pour se développer, peut-être qu'on peut emprunter de l'argent auprès des banques, ou peut-être que parfois, il faut que cette banque devienne actionnaire elle-même pour un certain temps. Et c'est sûr que c'est un outil comme un autre. Tant qu'on peut l'éviter, on l'évite. Mais si toutefois on doit passer par là, il faudra s'assurer que nos valeurs restent bien présentes dans l'entreprise. D'où aussi le statut d'entreprise à mission. Et puis en ce qui me concerne, s'il y a un partenaire qui rentre, c'est moi qui le choisirai et je risque pas de choisir quelqu'un qui sera incompatible avec ça. Voilà. Je vous invite à continuer à discuter si vous le souhaitez pendant la petite pause qu'on va prendre avant d'enchaîner avec une deuxième table ronde qui sera plus particulièrement consacrée à l'expérimentation territoire zéro chômeur. À tout à l'heure.